présence aujourd'hui pour cette séance du séminaire. Petite précision technique, la séance qui était annoncée sur le programme la semaine prochaine, donc du 30 janvier, est annulée par Isabelle Rachel Casta pour des raisons de santé. Et donc nous nous retrouvons dans cette salle à la même heure pour les prochaines séances, après les vacances de février, donc le 20 février. C'est Cédric Andouche qui viendra de l'université d'Artois. Il vient de soutenir brillamment sa thèse sur Arsène Lupin. Il viendra nous parler des héros populaires de l'époque d'Arsène Lupin et des héritages et des circulations qui sont partis de ces héros populaires, circulation culturelle, circulation médiatique, qui créent des filiations entre les héros du roman populaire de la Belle Époque et les super-héros du siècle qui suit, des comics américains. Donc de Zorro à Batman, nous suivrons les filiations avec lui. Et puis le 27 février, c'est un hasard de calendrier qui fait que nous parlerons d'Arsène Lupin une deuxième fois, avec cette fois-ci Thomas Conrad qui est professeur ici à l'école et spécialiste des cycles romanesques. Et pour la séance d'aujourd'hui, nous allons faire un détour vers l'histoire culturelle qui a été peu abordée jusqu'à maintenant au cours du séminaire. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir, Dominique Khalifa. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous présenter beaucoup, mais pour le dire en quelques mots, vous êtes spécialiste entre autres de la culture de masse en France, thème sur lequel vous avez écrit un ouvrage de référence, et puis spécialiste aussi de l'histoire du crime et de sa mise en récit dans les écrits populaires. À ce sujet, moi je recommande vivement L'encre et le sang, que j'ai beaucoup aimé. Autant de thèmes qui sont proches de ce qui nous occupe dans ce séminaire, mais c'est d'encore d'autres choses dont vous allez nous parler aujourd'hui, plutôt du côté d'une autre de vos spécialités, l'histoire des imaginaires temporels et des imaginaires du contemporain. Et nous avons la chance d'avoir droit à une sorte d'avant-première, puisque vous allez nous parler de votre dernier livre qui sort mercredi prochain, le 25, qui s'intitule La véritable histoire de la Belle Époque. Et vous partez de ce constat que l'expression aujourd'hui très figée de Belle Époque fait partie de notre héritage culturel sans qu'on puisse pour autant définir de façon très claire ce qu'elle recouvre, les usages qu'on en a fait, et ce besoin de désigner ces quelques 15 années comme un moment heureux et fondateur, une espèce de paradis perdu. Donc je vous laisse la parole pour cette plongée dans les imaginaires de la Belle Époque, et puis merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci de l'invitation et de votre présence. Vous évoquez les deux séances qui vont suivre sur Arsène Lupin. Je ne peux pas m'empêcher de penser que mon premier article que j'avais publié en 1991, ça ne me rajeunit pas, était consacré à Arsène Lupin, héros, dans un numéro d'une revue, je pense qu'il n'existe plus, qui s'appelait Les Cahiers pour les littératures populaires. C'était un vieux truc d'amateurs et d'érudits, qui avait consacré un numéro aux héros des cycles populaires. Voilà. Je ne sais pas si ceux qui viendront vous parler de Lupin dans les semaines qui viennent auront eu un souvenir de ça, mais moi je m'en souviens. Alors, merci. Quand vous m'avez contacté, c'était au mois de mars, j'étais en train de, je sais plus, enfin au printemps, j'étais en train de terminer effectivement l'écriture de ce bouquin, donc je vous ai parlé assez naturellement d'évoquer ça, d'autant que pour moi, la Belle Époque, elle est aussi inévitablement liée à toute une série de textes de grande diffusion. Vous évoquez Arsène Lupin, on pourrait en citer beaucoup d'autres, les Pères Daillan, Rouletabille, Fantomas et beaucoup d'autres. Et c'est vrai que je suis parti de là et que c'est sans doute les choses qui m'ont motivé. Vous êtes tous en train d'entamer ou de penser ou de poursuivre des travaux de recherche, vos premiers travaux de recherche. Et je ne peux pas m'empêcher de vous raconter cette anecdote qui était importante pour moi. J'étais à peu près à votre âge, dans une structure identique, dans une école normale supérieure, et je cherchais un sujet de thèse, et j'avais un copain qui avait un an de plus que moi, qui avait déjà commencé, il était en DEA à l'époque, en littérature, moi j'étais historien, puis il m'a dit comme ça, de façon extrêmement supérieure, de toute façon, moi, c'est pas un travail, moi j'ai transformé mon plaisir littéraire en objet de recherche. J'étais là, je l'ai regardé, j'étais vraiment, et je me suis dit, quel homme!
Et, et je me suis dit, mais c'est peut-être ça en fait qu'il faut faire, c'est pour que la recherche soit vivante et vraie, c'est peut-être transformer son objet de plaisir en objet de recherche. Et depuis, c'est sans doute le conseil que je donne aux jeunes qui débutent. Et je veux dire que pour l'instant, je suis mon cap, c'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé sur des choses qui n'étaient pas en parallèle une source de plaisir personnel. C'est pas forcément lire des romans comme ce monsieur dont je tairai le nom, qui est aujourd'hui devenu un professeur tout à fait réputé, mais effectivement, ça peut être mille et mille autres choses. Et pour moi, ben c'était ça, c'était les textes populaires de la belle époque, c'était Lupin, que j'ai dû commencer à lire vers 12 ans, 12-13 ans, c'était, et puis les autres. Et ça, je crois que c'est important. Donc, alors du coup, oui, tout ça pour vous dire que j'aurais effectivement pu proposer à votre séminaire, qui est quand même plutôt centré sur la littérature de grande diffusion, si j'ai bien compris le principe, j'aurais pu leur vous proposer de parler d'un de ces héros populaires, d'autant que je suis en train, par ailleurs, de finir un livre sur Fantomas, un travail sur Fantomas. Donc j'ai même eu un regret, c'était il y a 3-4 jours, hein, je me dis, mais vous ne voulez pas qu'on change, que je vous parle plutôt de Fantomas, parce que j'avais peur que ce sujet sur la belle époque ne soit trop décalé par rapport aux préoccupations propres de votre petit groupe. Mais non, vous m'avez dit non, non, c'est très bien, la belle époque, restons-en à ça. Et donc voilà, même si effectivement, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous vous y retrouverez, peut-être pas dans l'objet, parce que je ne vais pas parler de romans populaires, quoique, on va bien quand même réussir à en glisser un ou deux dans l'affaire, mais de quelque chose, effectivement, qui relève des imaginaires culturels, des imaginaires temporels, qu'on les appelle, et de ce travail qui est fini. Hein. Alors le livre est fait, hein, il n'est pas encore, en librairie, mais il le sera mercredi. Donc voilà, vous avez de l'avant-première. Je vous montre pour que vous avez des avant-premières. Alors, bon, évidemment, vous savez tous ce qu'est la belle époque, hein, donc inutile d'en parler, ou presque. Voilà, c'est ça. Hein, c'est des hommes avec des beaux costumes, des 8 reflets, des dames avec des jupes entravées et de gigantesques chapeaux, des photographies, le palais d'électricité, la photographie, le cinéma, le high life des hippodromes, le foyer de l'opéra, Cléo de Mérode, Arsène Lupin, etc., etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Et moi aussi. Simplement, ça, c'était pas la belle époque, ça, c'était le début du siècle. Hein. Donc, ce que j'ai voulu, ce qui a motivé en quelque sorte ce travail, c'était de comprendre pourquoi et comment, au terme de quel processus, et avec quelle intention on avait désigné et caractérisé cette période par l'expression belle époque. Pourquoi? Ce que ça voulait dire, et puis ce qu'on en avait fait à partir de là, en France, mais aussi dans toutes les autres cultures qui ont pu à un moment ou à un autre s'emparer de l'expression belle époque et faire quelque chose avec elle. Donc, je restais, en m'intéressant à ça, je restais dans le chantier qui est le mien de tout temps, c'est-à-dire l'histoire des imaginaires, en déplaçant quand même un petit peu la focale des imaginaires sociaux qui m'ont intéressé pendant de très nombreuses années, notamment autour du crime ou des formes de transgression, en me déplaçant plutôt vers les imaginaires temporels. Mais l'idée était restait bien sûr de comprendre comment, à certains moments, des sociétés produisent des types de représentations larges qui vont se diffuser assez largement et qui vont réussir effectivement à donner des identités fortes à des phénomènes sociaux, en l'occurrence ici un principe de périodisation. Donc, si vous m'avez bien compris, l'idée n'était pas de revenir sur la période 1900, sauf si la période 1900 s'était elle-même appelée Belle Époque, mais on sait qu'elle ne s'est pas appelée Belle Époque, hein, mais plutôt de comprendre effectivement comment se constitue ce que les linguistes appellent un chrononyme, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est-à-dire un nom de temps, un nom propre de temps. Alors,
on va regarder un peu des images et on va suivre ça. Bon, des imaginaires sociaux, des imaginaires temporels, c'est le parcours qui m'a amené finalement à cette belle époque. Et aujourd'hui, je continue ce parcours en essayant de voir aussi comment les imaginaires peuvent affecter les espaces. Hein. Donc, l'idée, au bout du compte, quand j'arriverai à la retraite, ça sera de dire voilà, j'ai essayé de faire un panorama complet des imaginaires, des imaginaires historiques, en prenant bien sûr l'imaginaire comme un objet historique, ce qui est possible. Ce qui veut dire tout simplement que l'imaginaire, dans ce cas-là, c'est quelque chose de très matériel. Hein. C'est quelque chose qui s'incarne dans des livres, dans des chansons, dans des films, dans des images. On est loin du, c'est quelque chose de concret, de tangible, de mesurable, de quantifiable. Les imaginaires qui m'intéressent, ce sont des imaginaires effectivement qui s'incarnent dans la matérialité de la production culturelle et qui, à partir de là, sont susceptibles d'avoir une dimension performative, c'est-à-dire de engager des comportements, des gestes, des actes, de nous engager, nous, dans nos corporalités, dans la vie. Donc ce sont des imaginaires qui sont aussi très très liés aux pratiques sociales, enfin, parce qu'ils sont eux-mêmes produits de pratiques sociales, toutes les pratiques qui créent les bouquins, les films, les chansons, etc., et parce qu'ils sont matrices de pratiques sociales. Enfin ça, c'est le b.a.-ba de l'histoire culturelle et des représentations. Alors, la belle époque est ce qu'on appelle un chrononyme, c'est une linguiste suisse qui s'appelle Eva Büchi qui a développé ce terme dans les années 90 et 90. Oui, les linguistes se sont pas mal intéressés. Nous, si vous voulez, on a beaucoup travaillé en histoire sur les périodisations. Mais les linguistes se sont rendus compte que le temps, évidemment, ne se découpe pas. Hein. Le temps, c'est la durée. Mais si on veut le maîtriser, il faut le découper. Et quand on veut le découper, on est bien obligé effectivement de procéder à des coups de force, à des opérations arbitraires. Les historiens ont pas mal travaillé sur l'opération de découpe, pas mal de travaux hein, sur la périodisation, mais ils ont très peu travaillé sur la désignation, parce qu'on ne se contente pas de découper, ce qui a du sens évidemment, à tout égard, hein, mais on désigne également. Et la désignation est une opération presque aussi importante que la périodisation. Alors, les linguistes ont inventé toute une série de concepts et de noms pour parler de ces désignants événementiels. Chrononyme, c'est le plus simple, parce que chrononyme, si vous voulez, c'est celui qui, comme Belle Époque, qui fait référence à une dimension temporelle. Autre type de chrononyme, quand vous dites, je ne sais pas, la Renaissance, c'est un chrononyme. Le Moyen-Âge, c'est un chrononyme. Les années folles, c'est un chrononyme. C'est-à-dire que c'est un nom propre du temps, c'est un nom propre de séquence qui inscrit en lui-même une dimension temporelle. Mais il y a d'autres formes, par exemple. Les linguistes parlent aussi, par exemple, de praxonyme. Le praxonyme, c'est la même chose, mais qui parle d'un événement. Si, par exemple, vous dites la Grande Guerre, c'est pas un chrononyme, dans la mesure où la notion de Grande Guerre n'induit pas une dénomination, enfin une perception de temps. Ça fait référence à un événement, la Grande Guerre. Si vous dites, en revanche, les 100 jours, c'est un chrononyme. Vous voyez, il faut qu'il y ait du temps. Donc, ils en ont aussi inventé beaucoup d'autres. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les héméronymes, qui partent d'un jour précis. Quand vous dites par exemple le 11 septembre, vous qualifiez quelque chose de beaucoup plus large que le simple moment où les avions terroristes ont percuté les Twin Towers, pour désigner toute une séquence autour d'un phénomène. Même chose avec, je sais pas, la Saint-Barthélemy ou des choses comme ça. Il y a aussi il y a plein de désignants, enfin il y en a beaucoup. Hein, il y a aussi ce que les linguistes appellent les toponymes événementiels, qui parlent d'un nom de lieu. Si vous dites par exemple Tchernobyl, hein, vous désignez toute une séquence d'observation qui est beaucoup plus large ou à Auschwitz, hein, dans un registre plus lourd. Bon, donc voilà, les linguistes ont beaucoup travaillé là-dessus. On en a peu, enfin si, certains, ça a été pas mal travaillé pour les périodes anciennes et médiévales. Il y a des pages lumineuses, par exemple, de Marc Bloch sur la notion de Moyen-Âge, ou des pages très belles de Le Goff sur la notion de Moyen-Âge ou de Renaissance. Mais ça a été très très peu travaillé en histoire contemporaine. Et la plupart des historiens du contemporain, et du coup aussi d'autres disciplines, littérature et autres, qui vont utiliser de façon quasi naturelle des expressions comme fin de siècle, belle époque, année folle, entre-deux-guerres, alors que ce sont des expressions qu'on ne peut pas utiliser comme naturelles, parce qu'elles ne sont absolument pas naturelles. Elles sont elles-mêmes le produit de toute une série d'opérations assez lourdes de
fixation de sens qui sont capables de dramatiser, de donner des significations extrêmement fortes et la plupart du temps anachroniques à la période que vous utilisez. La notion d'entre-deux-guerres, par exemple, est quand même une notion vraiment aberrante. Hein. Parce que si vous voulez, même si vous êtes malin et que vous êtes au courant, oui, je parle de l'entre-deux-guerres, mais je sais bien que vous ne pouvez pas dire que c'était l'entre-deux-guerres, parce que c'est la seconde. Ok. Mais malgré ça, à chaque fois, si vous parlez d'entre-deux-guerres, il y a toujours cette idée qui demeure un peu en suspens, selon laquelle, bon, ils n'ont pas bien compris quand même. Ils n'ont pas bien vu, ils n'ont pas vu que la montée du fascisme, du nazisme, ça portait la guerre. Ils ont été un peu myopes. En gros, vous êtes en train de dire, mais ils n'ont pas compris que c'était l'entre-deux-guerres, ce qui est une aberration. Hein. Donc même quand on a un regard informé, et belle époque, je veux dire, même vous allez vous dire, oui, la belle époque, elle n'était pas belle pour tout le monde, mais enfin quand même, c'est la belle époque, vous voyez. Donc, et avec des choses encore plus incroyables, entre deux guerres, je veux dire, il existe ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment ça circule aussi dans les cultures en général, mais il existe des pays qui n'ont pas connu les deux guerres, et qui utilisent quand même l'expression, y compris pour leur propre histoire. J'ai découvert ça en Argentine, par exemple. Alors l'Argentine a très brièvement participé à la Première Guerre mondiale, mais pas à la Seconde. N'empêche que l'historiographie argentine peut utiliser la notion de entre-deux-guerres pour parler de l'histoire de l'Argentine. Ce qui est quand même assez intéressant. Bon, bref, donc il y a tout un chantier qui est intéressant, et c'est dans ce cadre-là que j'avais placé ce travail pour réfléchir sur ce qu'on fait avec ces moments et ces expressions qu'on utilise, oui, il y a eu d'autres travaux sur les chrononymes, bon, je passe là-dessus et peu importe. Alors voilà, partons de cette question, si vous voulez, toute simple et toute bête. Qu'est-ce que c'est que la belle époque et quand apparaît-elle? Bon, ben, vous avez tous les réponses. Hein. Donc, on sait que c'est une séquence de l'histoire. On sait que c'est une séquence de l'histoire de France, bien que on verra que ça se complique. Hein. Enfin, initialement, c'est quand même une séquence de l'histoire de France. Et même que j'ai plus envie de dire une séquence de l'histoire de Paris. C'est très parisien, hein, la belle époque, même si on verra que c'est plus compliqué à certains moments. Quand? Problème. En gros, on sait quand même à peu près que ça a quand même quelque chose à voir avec le début du XXe siècle. Les autres langues qui utilisent la notion la réfèrent la plupart du temps à cette histoire de France. Avec un certain nombre de précisions quand même qu'il faut donner. Il y a quelques langues qui se sont appropriées assez vite la notion en français, belle époque, pour parler de leur propre culture, de leur propre histoire. D'abord l'italien. Dès la fin des années 50, et vous verrez que ce n'est pas un hasard si c'est la fin des années 50, les Italiens vont commencer à utiliser l'expression en français, belle époque, pour parler de Roma, belle époque, Venezia, belle époque, Firenze, belle époque, Napoli, belle époque. Donc pour caractériser leur propre histoire. Et on trouve le même phénomène au Brésil, à Rio, où effectivement, un peu plus tard, à partir des années 60, fin 60, on va voir l'historiographie brésilienne parler de Rio Belle Époque. Puis, surtout pour Rio, pour des raisons assez évidentes, si vous voulez, le cadre urbain de Rio est reconfiguré à partir de 1902 sur un modèle qui est le modèle haussmannien, avec un maire de Rio qui était quelqu'un qui connaissait très bien la France et qui avait vécu à Paris et qui a voulu refonder l'urbanisme carioca sur la base de l'identité de la ville haussmannienne. Mais après, c'est passé São Paulo, Manaus, belle époque. Donc ces deux langues sont assez particulières. Pour la plupart des autres langues, c'était la France. Sauf que ça change assez depuis les années 80 à peu près. On a commencé à voir surgir un autre usage de la notion pour caractériser non pas l'histoire de la France, ou comme je disais l'Italie ou le Brésil, mais pour caractériser une sorte d'état culturel de l'Europe. Et on va voir apparaître, notamment dans les encyclopédies américaines, ça c'est très nord-américain, au Canada ou aux États-Unis, des labels Europa Belle Époque. Donc, et essentiellement pour caractériser la production culturelle, la peinture, enfin
l'esthétique moderne, donc Vienne, Berlin, Londres, Bruxelles, il y a tout un, vous voyez, et ça c'est un usage relativement récent. Mais jusque-là, c'était vraiment lié à l'histoire de France et à un moment de l'histoire de France. Et puis depuis quelques années, ça se dissémine un petit peu partout, et de plus en plus de pays, de langues, en Allemagne, en Grèce, dans toute l'Amérique latine, on va commencer à utiliser l'expression belle époque comme de façon différente. Mais bon, globalement, c'est parti de la France, et si ça s'est développé comme ça, c'est dans une relation effectivement à une certaine emprise culturelle de la France du début du siècle. Quand on regarde ce que disent les historiens qui ont travaillé sur cette question, qui ont fait des ouvrages sur la belle époque, ils proposent des tas de dates. Alors, le terminus ad quem, il n'y a pas de problème, c'est 14, hein. Sauf en Italie où c'est 15, pour une raison évidente. Hein. C'est 14, parce que, bon, c'est évident. Pour le point de départ, alors là, les historiens se sont beaucoup étripés. Non, il n'y a pas un débat. Enfin, ils ont proposé des tas de choses différentes. Alors, il y a eu plein de dates, je vous en cite quelques-unes. 80, on a beaucoup dit ça. 89, c'était évident, c'était l'Expo universelle de 89, la Tour Eiffel, la République, le centenaire. Ok, très bien. D'autres ont dit ça. 14. L'affaire Dreyfus, la France. Beaucoup ont dit 96. Je vous résume en gros ce qu'on trouve dans les manuels sur 96. Pourquoi? Parce que c'est le début, c'est le retour à une très forte période de croissance économique, hein, sortie de la Grande Dépression, croissance très forte, croissance de 4% par an, 4,5%, 5%, ça fait rêver aujourd'hui. Hein, et comme on sortait d'une période de crise, et puis que c'est aussi la prospérité, la consommation, on a beaucoup dit ça. D'autres ont dit ça. 98, le cœur de l'affaire Dreyfus, Zola, le procès, la révision du procès, etc., les grandes émeutes antisémites un peu partout, enfin, pourquoi pas, hein, la naissance politique du XXe siècle. D'autres ont dit évidemment 1900, l'expo surtout. Hein. D'autres ont dit encore 1901, pour des raisons évidentes, l'entrée effective dans le XXe siècle, qui ne commence pas le 1er janvier 1900, mais bien sûr le 1er janvier 1900. Donc toutes ces dates, bon, c'est merveilleux, ça a fait remplir du papier, etc. Elles sont toutes possibles, hein, très bien, probables même, plausibles, mais évidemment elles sont toutes fausses. Parce que le seul moment qui pourrait nous dire quand la belle époque commence, c'est le moment où l'expression est née. Parce qu'avant qu'on parle de belle époque, il n'y avait pas de belle époque. Je suis assez vous préviens d'entrée de jeu, je suis assez nominaliste. Hein, mais je pense qu'avant qu'il y ait une belle époque, il n'y en avait pas. Donc je me suis mis à la recherche du moment où on allait parler de la belle époque. Et j'étais, comme vous tous, je suppose que vous avez tous une réponse, parce qu'il y a une réponse qui traîne dans tous les bouquins, que j'ai longtemps cru, et je l'ai même écrit. On trouve partout, dans tous les livres, la chose suivante: la belle époque est née au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque, effectivement, la société a rejeté un regard nostalgique sur le monde qu'elle avait perdu. Je l'ai même écrit dans la notice belle époque qu'il y a dans un dictionnaire. Le problème, c'est que c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Et très peu. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Charles Réric qui, le premier, a dit: mais c'est bizarre, tout le monde dit ça, mais j'ai jamais vu l'expression belle époque dans les années 20, et même dans les années 30. Donc je me suis mis effectivement à essayer de chercher. Alors, vous faites de la littérature pour la plupart d'entre vous, donc vous savez que la recherche d'occurrence n'est pas une science exacte. Hein, c'est jusqu'au jour où on en trouve une plus ancienne ou une plus. Bon, mais quand même, hein, on peut. Donc évidemment, le syntagme belle époque existe de toute éternité. Et ce qu'il fallait, c'était un syntagme belle époque lié clairement à la période, à une séquence historique datée. Et ça, hein, parce que des belles époques, j'en trouve plein. Et il y a un dictionnaire où on dit: tiens, c'est un guéridon belle époque, mais c'était pour parler d'un guéridon du Second Empire. La statuaire belle époque pour parler de la statuaire de la période hellénistique. Enfin, il y en a plein. Si vous tapez belle époque, vous allez trouver des tas de choses.
enfin, Belle Époque pour dire tout simplement le bon vieux temps. Là aussi, il y en a plein. Il y a une très belle, il y a une très belle, il y a un très beau dialogue d'Octave Mirbeau paru dans ce journal en 1892 où deux bourgeois sont à la pêche à la ligne et où ils bavardent comme ça, puis il y en a qui disent ah quand même on vit une belle époque. Mais non, on vit pas. Bon, mais voilà, c'est pas du tout référé à une séquence, c'est référé à une séquence déterminée. Dans la pièce de Feydeau, comment il s'appelle Folland. Je ne me souviens plus. Il y a une pièce de Feydeau en 1905 où le héros voit disparaître l'héritage qu'il guettait et il dit ouais ça l'époque on dit c'est pareil si vous voulez c'est pas daté donc je pars à la recherche de la belle époque dans quoi dans tous les textes des années 20 enfin après guerre et j'en trouve pas euh, dans ce moment des années folles. Parce que je trouve autre chose. Parce que les gens, d'après la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas le regard braqué dans le rétroviseur. Ils ont le regard braqué sur ce que vous voyez, sur ces images. C'est-à-dire que la vie doit reprendre, aller de l'avant, reconstruire. En plus, si vous voulez, la période d'avant, pourquoi elle serait belle? Elle a conduit à cette boucherie. Hein, elle a mené directement à une sorte d'impasse, d'illusion. Donc, si on y réfléchit, il n'y a aucune raison, si vous voulez, pour y trouver une nostalgie valorisante. Et le moment est un moment qui est un moment qui va de l'avant. De quoi ils ont envie, nos aïeux des années 20 ils ont envie de danser. Hein, plus rien n'importait puisqu'on dansait, écrit André Varnaud. Et ils dansent même pas les danses de la belle époque. Hein. Ils dansent quoi? Ils dansent que du neuf, du Charleston que viennent d'importer les soldats américains, du foxtrot, du one step, du tango qui vient d'Argentine. Enfin, c'est venu un petit peu avant, mais c'est là que ça explose. Donc des choses complètement neuves, des choses qui font modernes. Ils écoutent Josephine Baker au bal nègre, et ils n'ont pas du tout envie d'aller écouter du French Cancan. Ils voient plutôt. Et quand le Moulin Rouge rouvre après la guerre, c'est pour faire des spectacles Hollywood ou New York, du Cotton Club. Si vous voulez, en 1920 ou en 21 ou en 22, l'objectif n'est pas du tout de regarder en arrière. Et on peut assez vite le comprendre. Il est dans cette espèce de modernité tous azimuts qui fait que ils vont au cinéma, mais ils vont pas voir les vieux films muets. Ils vont voir les films avec Pickford, avec Rudolph Valentino, avec les nouvelles stars du moment du cinéma américain qui a pris le relais et qui propose des représentations tout à fait différentes, qui sont dans un autre rapport aux temporalités. L'innovation culturelle elle-même est partie vers autre chose. Dada ou le surréalisme n'ont pas les yeux braqués vers l'avant-guerre. Au contraire, c'est la tabula rasa des toiles de Dali et d'Yves Tanguy. On est sur un monde qui est complètement plat. Regardez les décors des toiles surréalistes. C'est la guerre a tout rasé. Et là-dedans, on va reconstruire des figures aberrantes qui ne sont pas des figures d'avant-guerre. Donc il y a logiquement, il n'y avait aucune raison d'imaginer que c'était les années folles qui allaient reconstituer, les années folles, c'est encore, excusez-moi, il faudrait mettre des guillemets parce qu'on ne sait même pas d'où ça vient, quoi. On ne sait même pas si. Et puis la vie parisienne reste à peu près la même. La vie parisienne reste une vie culturellement dynamique, avec des tas d'étrangers qui continuent à venir en France, d'Europe ou d'ailleurs. Des artistes, des romanciers, des peintres. C'est le grand moment, par exemple, où va se développer ce qu'André Varnaud va appeler en 1924 l'école de Paris, c'est-à-dire tous ces peintres post-Première Guerre mondiale qui vont créer effectivement, dans le sillage du cubisme et des avant-gardes d'avant-guerre, à Montparnasse, toute une
une forme effectivement de peinture. On y trouve Fujita, on y trouve Suti, on y trouve plus tous les Américains qui viennent à cette époque, hein, les Américains de la dite Lost Generation, que ce soit des artistes comme Man Ray ou que ce soit des écrivains comme Dos Passos, Hemingway, etc., qui viennent à Paris. Enfin, il y a une effervescence culturelle qui va très de l'avant, qui n'a pas du tout. Le temps n'est pas venu de la nostalgie de l'avant-guerre. À beaucoup d'égards. Donc, il n'y a pas tellement de raison d'avoir une vue, enfin d'inventer la belle époque. Il n'y a pas tellement de raison là d'inventer la belle époque. Il y a beaucoup, au contraire, de raisons de dire avançons, reconstruisons, construisons un monde nouveau. Et même quand on représente l'avant-guerre, par exemple la littérature, il y a énormément de romans publiés en 19, 20, 21, 22, 23, 24, les années 20, qui situent l'action du roman dans la période d'avant-guerre. Proust. Je vous rappelle quand même qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs obtient le prix Goncourt 1919. Mais il y a mais il y en a plein. Hein. Je pense Jacques de la Crételle, Silbermann, prix Féminage, parfois 23, 24. Vous parlez de littérature populaire, Maurice Leblanc continue à publier des Arsène Lupin, lesquels continuent, pour l'essentiel d'entre eux, enfin en tout cas avant 26-27, à être situés soit avant-guerre, soit dans un intermédiaire, donc qu'on n'arrive pas trop à dater. Et puis, bon, il y a les textes de Colette, de Chéri, enfin, il y a énormément. Je reprends mes notes quand vous voyez des choses un peu précises, parce qu'après j'oublie les détails et c'est plus gênant. Qu'est-ce que j'ai que... Non. Je sais même plus gêné. Bon, mais ces textes-là, tous ces textes romanesques qui sont publiés dans les années 20, ou les débuts des Thibaux, hein, ou les débuts des Thibaux de Roger Martin Dugard, qui commencent là et qui est précisément. Mais tous ces textes, on ne les voit pas à l'époque comme des romans historiques. Ce sont des romans contemporains. Alors bien sûr, on voit bien que c'est un peu différent. Les femmes ont des jupes plus longues et les voitures font des pointes à 40 au lieu de faire des pointes à 60. Mais ça ne change pas fondamentalement. Ce sont des textes qui continuent à être vus comme des romans contemporains, des romans de mœurs. Quand on lit... alors, avec une exception qui est Proust. Avec une exception qui est Proust, qui est, en tout cas, qui est vraiment vu. Vous savez, il y a un gros débat en 19 pour le prix Goncourt. Il est en compétition avec Dorgelès, Les Croix de Bois, qui est là un roman de guerre. Il y a tout un débat qui est fort. C'est en gros, est-ce qu'on va donner le prix Goncourt? On est en 1919. Hein, vous voyez ce que ça veut dire. On sort de la guerre, il y a eu 1,5 million de morts, tous les foyers français ont des deuils partout. Il y a 12 départements qui sont complètement détruits. Et on s'est dit, est-ce qu'on va donner le prix Goncourt à ce gars, qui est un snob, un mondain, qui passe son temps dans son lit à se souvenir de... alors qu'en face, on a... Et donc ça, oui, le texte de Proust est vu comme un roman de l'ancien monde. Mais d'ailleurs, ça ne lui porte pas... mais du coup, on le trouve un peu désuet, on le trouve un peu suranné. Il va quand même avoir le Goncourt pour des tas d'autres raisons, mais c'est un peu une exception. Il y a un ou deux textes de Sandra Ars aussi, peu importe. Mais la plupart des romans publiés dans les années 20 et qui mettent en jeu, qui se situent dans l'entre-deux-guerres, dans l'avant-guerre, pardon, oui, et c'est pas un hasard, je dis l'entre-deux-guerres, parce que Daudet, Léon Daudet, dans ses mémoires politiques, publiés en 21-22, va nommer la période 70-14 comme l'entre-deux-guerres. Ça, c'est intéressant quand même, hein, 70-14. Mais alors, vous voyez, pour nous, ça vaut le coup de réfléchir à ça. C'était l'entre-deux-guerres. Bon, peu importe. Ces romans ne marquent pas vraiment quelque chose, enfin, on n'a pas le sentiment qu'ils nous disent un temps historique. D'ailleurs, c'est très net chez Lupin. Hein. Regardez, la comtesse de Cagliostro,
ça doit être 24. C'est un roman dans lequel, qui raconte la jeunesse d'Arsène Lupin, donc ça doit se situer dans les années 90 à peu près. Bon, est-ce qu'il y a autant de différences que ça? C'est pas perçu. Et lorsque Leblanc publie des Lupins clairement situés après-guerre, je pense à La Demeure mystérieuse par exemple, j'ai fait une étude très très précise sur La Demeure mystérieuse. Qu'est-ce qui change dans l'analyse du décor avant? Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui nous montre effectivement Alors, tous ces romans ont plein de chronotopes, hein, on voit bien qu'on est avant-guerre, il y a des personnages, Jaurès, les voitures, l'expo, mais alors La Demeure mystérieuse est clairement située dans les années 20, mais le monde, la scénographie sociale qu'elle met en œuvre, je dis, la seule chose qui change, c'est un peu peut-être les mœurs féminines. On veut montrer, c'est l'époque, les garçons, on veut croire qu'il y a une espèce de libération des mœurs, notamment sexuelles. Et les voitures, les automobiles vont plus vite. Pour le reste, alors, si on voulait préciser un tout petit peu, il faudrait dire qu'il y a quand même deux, trois choses, il y a quand même deux, trois types de sources qui, à cette période, nous jouent un peu le côté nostalgique. Il y en a deux. C'est les textes sur Paris. Paris n'est plus ce qu'il était. Notamment la butte Montmartre. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la vie culturelle, il y a de part et d'autre de la Première Guerre mondiale, un transfert assez radical, un transfert net, il n'est pas aussi radical que ça, mais un transfert net quand même, de pôles névralgiques qui passe de la butte Montmartre, enfin de Montmartre au sens large, où étaient installés le bateau Lavoir, Picasso, Apollinaire, Max Jacob, Salmon, etc., vers Montparnasse, qui devient ça avait déjà commencé avant-guerre, pour tout dire. Mais si vous voulez, et donc il y a tout un débat selon lequel Montmartre n'est plus ce qu'il était, ça devient un village touristique, etc. Et donc un regard nostalgique sur Paris. Mais ça, j'ai envie de vous dire, effectivement, c'est vrai en 1920 ou en 1925, mais c'était déjà vrai en 1900, voire en 1880, voire en 1860. Il y a un quasi-genre sur le Paris qui s'efface, Paris n'est plus ce qu'il était, qui date en fait de l'osmanisation. Le poème de Baudelaire, le signe, que vous connaissez tous, j'espère, qui montre comme il y a les images. Bon, il y a cette idée, et si vous voulez, c'est presque consubstantiel au genre de récit sur Paris. Les textes sur Paris sont toujours en train de nous dire que Paris n'est plus ce qu'il était, et sont dans un registre de la plainte, de la lamentation sur la ville disparue. Ça, c'est classique. Donc, c'est vrai en 1925, avec la différence, c'est que la ville disparue, c'est la ville de 1900, mais si vous voulez, c'est quand même, c'est pas spécifique à la période. Il y a toujours eu et puis ça continuera. Louis Chevalier en 1960 parlera de l'assassinat de Paris, etc. Enfin, c'est un quasi-genre. Ça se voit très bien à travers les titres des ouvrages sur Paris. Paris qui passe, Paris qui s'efface, Paris qui disparaît, le vieux Paris. C'est aussi le moment où est créé il y a eu une thèse récente en histoire de l'art là-dessus, le comité d'histoire non pas le comité d'histoire, l'association des amis du vieux Paris. Enfin. L'autre type de source qui a un regard nostalgique dès les années 20, c'est la chanson réaliste. Vous savez ce qu'on appelle la chanson réaliste, c'est la chanson des filles publiques, des malfrats et des pègres. Je reviens à ma casquette, mais qui a toujours été, qui explose dans les années 20 avec les grandes chanteuses comme Damia, Fréhel, ou les reprises il y en a beaucoup, Lise Gauthier, que le cinéma récupère, et qui ont bien sûr ce retour nostalgique sur Paris, où est-il le moulin de la Galette. Mais encore une fois, mais c'est pareil, la chanson réaliste, qui est une chanson de la lamentation, qui est une héritière de la complainte, a toujours eu ce regard. C'est toujours avant. Parce que c'est la fille qui
se plaint parce que son mec est en prison, ou c'est le gars qui est sur l'échafaud et qui voit sa vie défiler, ou qui est parti au bagne et qui ne retrouvera plus ses copains, enfin, ou que son beau légionnaire est parti. Enfin, il y a toujours un rapport au temps passé, c'est toujours un type de chanson. Donc c'est pas étonnant, si vous voulez, si ce type de texte a un regard nostalgique sur le temps passé. Bon, mais bon, pour aller plus vite là-dessus, dans les années 30, pas tellement dans les années 20, très très peu de regards et de construction nostalgico-rétrospective de l'avant-guerre. Parce que c'est pas le moment. D'où l'extrême confusion que beaucoup de gens ont aujourd'hui entre la Belle Époque et les années folles. Ça peut vous paraître curieux parce que vous avez lu des bouquins, mais il y a beaucoup de gens qui mélangent, qui confondent ces deux périodes. Quand je faisais un cours à une époque avec mes étudiants de Paris 1 sur cette question-là, je les avais invités à faire un petit questionnaire sur la Belle Époque et à faire des micro-trottoirs dans la rue pour interroger les gens sur... Et on avait été tous fascinés par le fait qu'il y avait énormément de gens qui disaient, bah oui, la Belle Époque, c'est Gatsby magnifique, les jupes des femmes qui raccourcissent, les chapeaux cloches, il y a une grande confusion. Qu'au début, je m'expliquais. Il y a même des gens qui me disaient, mais non, qui refusaient de croire que c'était les années 1900. Il faut prendre ça au sérieux, tout ça. J'ai essayé de comprendre ça. Alors, il y a deux raisons. Il y a une raison purement conjoncturelle, hein, qui est quand même l'extrême importance du film que tout le monde a vu, du film de Woody Allen, Midnight in Paris, que vous avez sans doute vu aussi, qui est un film récent, dans lequel il y a confusion entre les deux époques. Hein. Et les gens ont beaucoup vu ce film et ça les a marqués. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a quelque chose dans l'imaginaire année folle qui nous renvoie, c'est-à-dire légèreté, joie de vivre, insouciance, fête, vie facile, vie légère, qui correspond à l'imaginaire Belle Époque. Léo Mallet, puisque j'essaie de vous parler un peu aussi de littérature populaire, dans un des Burma 54, utilise d'ailleurs, je vais vous donner la référence exacte, le soleil naît derrière le Louvre, si mon souvenir est bon, c'est le premier nouveau ministère de Paris. À cette expression, il fonde l'expression la seconde belle époque pour parler des années 20. Qu'il avait assez bien compris la chose. De toute façon, lui, il l'a vécu, puisqu'il arrive à Paris, venant de son Montpellier natal, en 26 ou en 27. Bon, en tout cas, pas de belle époque dans les années 20. Ça se complique un peu dans les années 30, dans la décennie 1930. On n'y trouve pas de belle époque stricto sensu, mais quand même, il y a des tas de choses qui se mettent en place, et on peut dire que la préhistoire de la belle époque est là. L'atmosphère change, la nostalgie devient un thème courant de ces années, qui sont quand même des années de crise politique, de crise sociale et de crise économique. L'expression n'existe pas vraiment, en tout cas pas avant la fin de la décennie, mais l'imaginaire nostalgique d'avant-guerre, d'avant 14 est en gestation. On va l'appeler surtout l'avant-guerre, ou surtout on va l'appeler l'époque 1900. Ça c'est un terme qui va beaucoup se déployer. Et on doit surtout ça en fait à un auteur qui est Paul Morand. Paul Morand, aujourd'hui on n'a plus tellement ça, il a été vichiste, collaborateur, mais il était très à la mode dans les années. Il avait écrit en 24 ou en 25 un roman Ouvert la nuit qui avait été très. C'était vraiment un auteur à la mode. Et en 1931, Paul Morand écrit un bouquin qui s'appelle 1900, vous avez ici la couverture, qui est un petit pamphlet extrêmement violent, pour dire, alors pas du tout dans le sens que vous pouvez imaginer, pour dire en gros, cette époque c'était vraiment mieux. C'était un âge de l'imbécilité, du snobisme, de la fêterie. Il y avait des nouilles et des fioritures à la Guimard partout, c'était ridicule, on écrivait mal, tout le monde s'appelait Isole, Iseux avec des Y. C'était un temps où le théâtre était ridicule, c'était un temps lamentable d'une prétention extraordinaire
et qui était, et dont heureusement nous sommes sortis, snobs, ridicules, stupides. Je cite ça, c'est trop beau. 1900. Cet âge d'or se trompe avec impudence. Son monocle l'aveugle. Il ne croit à rien, mais il gobe tout. Il prend Flers pour Aristophane, Rochefort pour Chamfort, et le Palais des Glaces pour le pôle Nord. Bon, il sait écrire, hein, Morand par ailleurs, mais c'est un truc super, d'une virulence extraordinaire, contre quoi? Alors, contre son âge, contre ses parents. Hein. Il avait 10 ans en 1900, donc il lance ce bouquin. Alors, mais ce livre a finalement l'effet exactement contraire de celui qu'il voulait. Parce qu'en fait, il va susciter une très virulente réaction. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, l'année suivante, 1932, une revue qui s'appelle Les Marches, qui était une revue culturelle, artistique, et va lancer par exemple une grande enquête sur 1900, en gros très très anti-Morand, pour interroger une quarantaine de personnalités, écrivains, artistes, philosophes. Est-ce qu'un ouvrage récent qui se prenait un peu a récemment émis des... et alors, on va voir exactement le contraire, c'est-à-dire que tous ces gens vont défendre bec et ongle la période 1900 pour dire que Morand est un jeune coq complètement ridicule qui se contente effectivement de porter un regard négatif contre le temps de ses parents, mais qu'en fait la période 1900. Donc vous voyez, et puis il n'y a pas que lui, peu de temps après, un historien d'art assez intéressant, Louis Chéronnet, publie un livre qui s'appelle À Paris vers 1900, qui est aussi le livre, le bouquin de Morand a un effet pratiquement contraire, qui est que, il identifie une séquence. 1900, il la nomme et il lui donne une identité négative sans doute, mais l'identité négative en réaction suscite toute une série de propos qui vont au contraire à la lesté de caractère très positif, en disant mais Morand c'est vraiment l'idée c'est un petit con, vous voyez, qui est en train d'essayer de faire un petit coup de pub sur une position. C'est comme ça que vraiment ça a été pensé, quoi. Et d'ailleurs, il lui-même le reconnaît beaucoup plus tardivement dans une interview télé des années 70. Il dit bah oui, j'essayais de faire un truc. D'ailleurs, j'ai jamais réalisé ce bouquin. Bon. Mais peu importe, si vous voulez, ça a un effet extraordinaire qui est que ça identifie, ça donne une identité à ce moment 1900 qu'il n'avait sans doute pas avec les mêmes termes. Et ça crée un premier mouvement de défense, d'illustration de la période 1900. Et à partir de là, on va avoir beaucoup. Il y a tout un mouvement qui passe par des mémoires. André Varnaud, que j'évoquais tout à l'heure. Varnaud, je ne sais pas si vous connaissez, ça a été sans doute le principal, je ne sais pas si vous dire, au début il voulait être peintre, il ne réussit pas comme peintre, mais il réussit comme ami des peintres, si vous voulez. Donc c'est lui qui a inventé la notion d'école de Paris. Hein, c'est lui qui a nommé et ce livre, Visage de Paris, c'est un beau livre qui paraît en 1930 et qui va de pair pour identifier un moment très très fort de la culture parisienne qui est Montmartre 1900. Il y en a d'autres. Léon Paul Farge, 39, un peu plus tard, Le Piton de Paris, c'est pareil. Et tous ces textes sont des textes qui vont effectivement défendre, contribuer à nourrir une première analyse extrêmement nostalgique sur une forme de culture liée à la France du début du siècle et en voie d'effacement. On le trouve dans la chanson réaliste. Alors, est-ce que vous avez vu Pépé le Mocco, le film de Duvivier, 1936? Oui. Alors, si vous avez vu Pépé le Mocco, vous savez qu'à l'intérieur, donc en Casbah d'Alger, Gabin, qui est Pépé le Mocco, est étendu sur son lit, et Fréhel, comme vous voyez là, qui fut une chanteuse majeure de la belle époque, de chansons réalistes. Elle était très belle, elle avait 20 ans, etc. Et puis il est arrivé à Fréhel, ce qui arrive beaucoup au monde du show business à l'époque, c'est-à-dire la double offensive de l'alcool
et de la coco. C'est comme ça, elle a fait une chanson qui s'appelait La Coco. Mais la cocaïne a été... Et donc elle a été totalement détruite dans les années 20, elle est devenue grosse, elle s'est empâtée, elle tente différents comebacks dans les années 20 et 30, notamment via le cinéma. Et là, il y a une scène fabuleuse, alors vous l'avez vu, c'est la scène, mais bon, pour les autres, j'aurais pu vous la passer, où en fait, donc, ils sont dans la chambre glauque de Gabin, qui est un Parisien, qui soit un gangster parisien, qui est à Alger, parce qu'il est interdit de séjour à Paris, donc déjà, c'est le cafard, il est là, qu'est-ce qu'on se fait chier, c'est pénible et tout, puis il dit, ouais, t'as le cafard. Bah, et alors, elle lui dit à ce moment-là, moi, quand j'ai le cafard, je change d'époque. Et elle se dirige vers le phonographe. Et devant la scène, il y a son portrait en 1905. Elle était une jolie jeune femme, etc. Et elle met sur le phonographe une chanson, qui est une chanson qu'elle chantait 20 ans auparavant, qui est elle-même une chanson nostalgique. Où sont-ils donc? Où est-il? Où sont-ils? Et elle écoute la chanson d'avant-guerre, et elle se met à fredonner et à chanter en même temps. C'est hallucinante, hein, dans laquelle effectivement on voit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'une époque est en train progressivement de repasser les images de sa jeunesse disparue, dans un moment où effectivement, et on n'est plus dans les années 20, dans un moment où effectivement, de toute façon les années 20 elle était hors circuit, dans un moment où effectivement il y a un rapport très très particulier au temps qui est passé, qui est en train de se constituer. Cette scène est hallucinante. Hein, alors c'est pas encore la belle époque parce que le mot n'est pas là, mais vous voyez, on est en train de fabriquer la chose. Et puis il y a la littérature. Il y a la littérature, et là tout est en train de changer. Le turning point que je trouve très très intéressant, c'est Roger Martin du Gard. Vous connaissez sans doute tous Roger Martin du Gard. Vous savez qu'il s'était engagé dans les années 20 dans une grande fresque qui s'appelait Les Thibauts, qui était une fresque familiale, dont l'objectif était de décrire l'histoire de deux frères depuis le début du siècle et jusqu'au moment où Martin du Gard voulait le mener jusqu'au moment présent. Et puis en 1931, il a un accident de voiture, il passe pas mal de temps à l'hôpital, et là tout d'un coup il a une révélation, il dit non, je vais changer le plan. C'est pas possible, il faut que ça s'arrête là. Il bouleverse le plan, parce qu'il a compris qu'en fait, le temps historique dans lequel l'histoire de ces deux frères avait du sens, c'était un temps qui s'arrêtait en 14. Non pas qu'avant on n'ait pas perçu la guerre comme une rupture, tout le monde avait perçu la guerre comme une rupture majeure, mais pas suffisamment pour penser la séquence comme une séquence par exemple de roman historique, ce qui est en train de se faire. Et donc il réorganise complètement le plan tout s'arrête là, et il va construire les 3 volumes qui vont être ceux de l'été 14 et qui vont mettre fin à la saga des deux frères. Ça serait rien s'il était isolé, Roger Martin du Gard, mais il n'est pas isolé, parce que des affaires comme ça, dans les années 30, on peut en trouver des tonnes, et je vais vous en trouver quand même une autre d'importance, qui est notre ami Aragon, ancien surréaliste, ancien acteur majeur de la mouvance surréaliste, et qui est en train, et qui, vous le savez, connaît une mutation radicale en 32, 33, c'est-à-dire que, alors que les autres sont exclus du Parti communiste, lui décide de rester au PC et rompt radicalement avec le groupe surréaliste. Non seulement il rompt politiquement avec le groupe surréaliste, mais il rompt aussi esthétiquement avec le groupe surréaliste, en décidant de se mettre à faire ce qui était le sacrilège absolu, c'est-à-dire du roman, et pas n'importe quel roman, du roman réaliste, hein, du réalisme socialiste, hein, pour écrire des romans dont l'enjeu sera aussi un enjeu politique très clair. Et qu'est-ce qui décide? Alors ça sera effectivement le cycle de la vie réelle, ce qui pour un ex-surréaliste c'est quand même... il l'explique très très bien dans la préface des Beaux Quartiers, il explique très très bien pourquoi il fait ça.
Mais c'est surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces romans-là vont prendre comme cadre exactement le monde d'avant 14. De la même manière, hein, comme un cadre chronologique et historique donné. Les cloches de Bâle, 34, puis les autres, ça c'est Aragon, puis jusqu'aux Voyageurs de l'Impérial. Enfin, on est vraiment dans des romans qui vont faire de la période 1889-1914 le cœur d'un moment historiquement très fort. Et puis alors, on pourrait en rajouter beaucoup d'autres. Hein. Jules Romain, les hommes de bonne volonté, c'est pareil. Duhamel, la chronique des Pasquiers, enfin, tous les romans, ce qu'on appelle le cycle des romans fleuves qui se développe à cette époque, se construisent dans un rapport historiquement daté à cette période de l'avant-guerre. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, comment est-ce que c'est étonnant hein, le mouvement. Alors bien sûr, on pourrait dire, ben, c'est l'âge. Hein, ils sont tous en train, ils sont tous en train d'avoir 50 ans, donc ils commencent à avoir un retour sur leur propre jeunesse. Parce qu'il y a les mémorialistes en même temps qui. Enfin, bon, bien sûr, il y a le contexte, mais plus à mon avis que l'âge, le contexte. On est rentré dans une période de profonde crise économique, de profonde crise politique, de profonde crise diplomatique. Hein, on est au milieu des années 30, avec ça qui. Mais surtout, je pense que la raison fondamentale, c'est la menace de guerre hein, que beaucoup perçoivent. Et pourquoi la menace de guerre me paraît quelque chose d'important? C'est parce que la menace de guerre qui crée en quelque sorte les conditions d'un nouvel avant-guerre, perçu comme tel quand même par un certain nombre de personnes, rejette brutalement le premier avant-guerre dans le passé. Enfin, même plus que ça, le premier avant-guerre devient à la fois du passé, du présent et du futur. Mais vous voyez, il est projeté dans une espèce de télescopage historique qui déplace le sentiment par rapport à cette période. Quand vous lisez les Thibault ou les romans d'Aragon, on est frappé du fait qu'il y a ce sont des romans historiques, donc il y a des figures historiques, mais le personnage historique qui est le plus présent dans ces romans, c'est Jaurès. Et c'est pas un hasard. Hein, parce qu'effectivement, autour de Jaurès, c'est le rapport de la société française à la guerre, et c'est pas un hasard si c'est en 34, en 35, en 36 que tout ceci se met en place. Ce basculement du milieu des années 30, Cocteau l'a très bien perçu. Il ne voulait pas écrire ses mémoires. Il avait dit, finalement, il accepte de faire toute une série de portraits pour le Figaro qu'il publie en 35. Et voilà ce qu'il écrit un peu plus tard, je le cite. 1934-1935, un rideau tombe, un rideau se lève. La vie est morte, vive la vie. Un âge est mort, que j'ai vécu à sa pointe, à contre-cœur et de toutes mes forces, un nouvel âge commence. Et il me semble que ce n'est pas un hasard, c'est ce moment-là qui voit la naissance de la Belle Époque. Alors il manque le mot, il manque l'expression, mais presque pas, hein, parce que, bon alors je vous en citer plein, il y a des frémissements. 1930, la revue Poésie pure a célébré la Belle Époque symboliste. Henri Clouzot, conservateur du musée Galliera, a évoqué en 1932 cette belle époque à tout prendre de l'esthétique modern style. Mais c'est le couturier Paul Poiret, c'est l'homme qui a fait sauter les corsets des jeunes femmes, hein, a publié ses mémoires qu'il a titré En habillant l'époque. Il y a un petit signe comme ça un critique cinématographique qui parle de Maxime du prince de Saigon et des millions d'Alençon de la belle époque. Bon, frère, quand j'ai le cafard, change d'époque. C'est dans l'air. Il y a quand même la première occurrence que j'ai trouvée. On a du wifi ici. Parce que c'est une chanson de 1936 d'un vaudeville un peu ridicule, mais qui a l'expression à la belle époque. Mais bon, non, laissez tomber. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une chanson complètement ridicule, qui s'appelle À la belle époque, mais il dit, mais si vous voulez, c'est pas explicitement référencé aux années 1900. Donc, c'est référencé plutôt, en gros, si vous voulez, je vous raconte l'histoire c'est une opérette, hein, c'est complètement ridicule, ça s'appelle La Poule. C'est un monsieur
qui vit avec ses 5 jeunes filles, avec ses 5 filles, qui ont toutes entre 16 et 25 ans. Et qui s'occupe bien d'elle, c'est un papa poule, d'où le nom de la poule. Et il rencontre tout d'un coup une dame, une richissime argentine qui se prend d'amitié et d'affection pour cette gentille famille. Donc il les invite tous dans sa villa, elle a une super villa sur la Côte d'Azur. Tous sur la Côte d'Azur, et évidemment, il y a 5 jeunes garçons dans les environs. Donc des idylles naissent entre les 5 jeunes filles et les 5 garçons, et il faut toute l'attention du papa poule et de l'aîné des filles pour veiller au grain, mais pas d'inquiétude, tout se termine par 5 mariages. Hein. Mais dans les... Donc c'est un truc complètement ridicule, hein, comme... Enfin, c'est vrai. Mais il y a une chanson qui s'appelle « À la belle époque », dans lequel l'un des chanteurs dit « Ah, ben aujourd'hui, on ne demande pas la main des jeunes filles comme on la demandait à la belle époque. On mettait des gants blancs, etc. Et donc il dit, ah, ben laissez les temps périmés. Il parle, c'est presque ça. C'est presque ça. Il y a encore quelque chose qui est remarquable. Ouais, c'est ça la poule, vous voyez. Opérette, Duvernois, André Barbe, 1936. Avec la chanson que vous voyez apparaître là, à la belle époque. Il y a encore quelque chose d'extraordinaire que j'aime beaucoup, qui est ce film. Le cinéma est très important là-dedans. Qui est ce film d'Abel Gance. C'est un film pas très connu d'Abel Gance. On pouvait le voir sur YouTube assez récemment. Il était en accès libre. Et puis comme ils viennent de faire un nouveau DVD, du coup ils l'ont squeezé de YouTube. Ça, c'est un film étonnant. Abel Gance n'aimait pas du tout. Il trouvait que c'était un film alimentaire. Le film est tourné en 1939. Et il sort sur les écrans en novembre 40. Je vous résume très très vite le scénario, vous allez voir combien ça vient exactement à point. L'histoire de Pierre, qui rencontre Jeanne, exactement quand? Au printemps 14. C'est l'amour fou. C'est l'amour définitif. Pierre et Jeanne, c'est merveilleux. Ils se marient. C'est incroyable. Et puis, bien sûr, arrive août 14. Donc, Pierre est mobilisé, il part au tranchée, pendant que Janine reste à Paris, elle est enceinte, et elle meurt en accouchant d'une jeune fille, d'une petite fille. Pierre, dans la tranchée, reçoit l'annonce de la mort de la femme qu'il aime. Et c'est inimaginable, il entre dans une dépression extrême, profonde, absolue, à tel point qu'il refuse de voir l'enfant. Hein, pour lui, cet enfant est responsable de la mort de la femme qu'il aime. Donc guerre, etc., il revient, c'est très très long, c'est l'horreur d'une descente vraiment dans les abîmes de la dépression personnelle. Il ne voit pas, la petite fille est élevée par sa grand-mère, les détails. Il refait progressivement, il s'en sort, il refait une carrière, il devient couturier. C'est pas un hasard, couturier, c'est le milieu de la mode, etc. Et ce n'est qu'assez tardivement, beaucoup plus tard, dans le milieu des années 30, dans la fin des années 30, que pour des raisons diverses, il accepte de voir sa fille, qui est bien sûr incarnée par la même actrice que la mère. Donc il voit sa fille, sa famille, etc. Et il tombe amoureux, non pas de sa fille, ça attendait en 39, mais d'une amie de sa fille. Donc vous voyez ce qui est en train de se passer. Il revient à la vie par en quelque sorte la résurgence de la situation qu'il avait connue 20 ans auparavant. Et qui passe par la présence de sa fille, qui est en fait l'avatar de son ex-femme, et du transfert qu'il opère sur l'amie de sa fille, qui elle aussi tombe amoureuse de lui, et ils veulent se marier. Sauf que, il est moral, et le frère, en fait, peu importe, si vous voulez, sa fille aussi veut se marier, et le futur gendre lui explique que c'est pas possible qu'un homme de 60 ans n'épouse pas une jeune femme de 25 ans, et il dit, si ton père fait ça, moi je ne me marie pas avec toi. Donc vous voyez, drame, et le père accepte, pour cette raison, pour le bonheur de sa fille qu'il a retrouvé, d'abandonner la jeune femme, la jeunesse qu'il devait épouser, et le mariage de sa fille a lieu et il meurt à la fin de la cérémonie. Et vous voyez quand même le
enfin, la femme extraordinaire que cette histoire nous donne de la Belle Époque. Hein. Sur l'espèce d'espérance folle substituée dans une histoire d'amour, avec la période d'avant-guerre et la propre histoire de sa fille, et puis le fait que c'est pas possible, hein, et que cette période-là ne se revivra pas, et que ceux qui ont eu l'illusion, comme lui, soit ça conduisait à la perte de sa fille, donc, soit ça conduit à sa propre perte à lui. C'est une parabole extraordinaire, qui n'utilise pas l'expression Belle Époque, mais qui sort sur les écrans en novembre 1940, et ça fait partie de ces hasards objectifs à la Breton qui ne peuvent pas s'inventer, parce que novembre 1940, c'est le moment où explicitement est attestée l'expression Belle Époque référée aux années 1900. C'est un homme de radio, André Aléo, qui développe sur Radio Paris, radio donc allemande, hein, une émission qui s'appelle À la Belle Époque, sous-titrée Croquis musical de l'époque 1900. Et pour moi, c'est la naissance de la Belle Époque, préparée par tout ce qu'on a dit jusque-là, mais c'est la première fois, si vous voulez, que le terme est corrélé à une dénomination, à une identification très très précise de la séquence chronologique, 1900, et que ça est évident pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Une émission de 45 minutes, en soirée, divisée en deux parties. Dans la première partie, André Aléo, dans la première partie, André Aléo raconte des histoires de 1900, 1901, 1902, qui va chercher dans les journaux, il fait des petites chroniques. Et dans la deuxième partie, l'orchestre envoie les tubes de l'époque. Immense succès radiophonique, succès tellement gigantesque que ça va bientôt ne pas seulement être radiophonique, mais passer sur la scène, hein, puisque à Bobino, ça devient un spectacle en 1943, qui passe ensuite au Palace quelques mois plus tard. Voilà l'affiche, elle est magnifique. Voilà, il y a tout dans l'affiche, elle est très très belle. À la Belle Époque, au Palace, grande revue en 20 tableaux, Radio Paris, André Aléo, Jean Valmy. On est en plein, on est en 43, hein, je me rappelle. On est peut-être dans le moment le plus glauque et le plus sinistre de la Seconde Guerre mondiale. Les choses sont en train de tourner, mais enfin c'est compliqué partout. Jamais l'oppression nazie n'a été aussi forte en Europe. Les camps d'extermination ont commencé à leur travail sinistre de mort. Enfin, c'est un moment très très dur. À Paris, qu'est-ce qu'on fait? On produit des affiches roses. On produit des affiches. Non? On produit là. Je n'avais pas assez. Non, bon, bah, c'est pas terrible. C'est bizarre quand même. C'est pas de. On produit des affiches roses avec une jeune femme habillée Belle Époque, hein, bien sûr, avec une dimension quand même érotique assez marquée. Hein, vous avez vu la fameuse silhouette en S, très caractéristique de la mode de l'époque. Un décolleté généreux, elle soulève même légèrement sa jupe pour montrer ses bottines. Je rappelle que vous avez oublié combien la bottine fut un accessoire érotique de la Belle Époque. Hein. Enfin bon, tout y est pour montrer voilà, la vie, la gaieté. Allez, hop, ça marche.
Vous voyez, là, même le bas de la jambe, hein, c'est le sourire, pas de souci, c'est le gai Paris, hein. Aucun problème, on imagine bien de quoi ça, l'allure que ça peut avoir. André Aléo fait des... Ah, c'est bon. Ça, c'est pas grave, à la limite. Parce que là, il a plus rien. Il manque de pages. Bon, peu importe. Et ça passe au Moulin Rouge. Vous voyez, ce sont des soldats allemands qui sont les principaux spectateurs. Ça passe, il y a un spectacle Moulin Rouge, dernière 43, 44, dernière attraction 1900, la belle époque, le jour de la gaieté, de la bonne humeur. Voici revivre la belle époque et la vie parisienne avec ses danses d'alors et son French cancan. Il y a plein de spectacles, etc. etc. Je passe les détails. On s'arrête 2 minutes là-dessus quand même. Est-ce qu'il faut s'étonner que la période de l'occupation ait été le moment, surtout dans ces moments les plus denses, où apparaissent une espèce d'imaginaire parisien et qui est fait de flonflon, de froufrou, de légèreté, de gaudriole, de gauloiserie, de légèreté et d'érotisme parisien. Bah, oui et non. Hein. L'historiographie des années sombres, l'historiographie de la guerre a montré qu'il y a eu beaucoup de livres sur la vie culturelle à Paris. On sait très bien que ça a redémarré très tôt. D'abord parce que les occupants le souhaitaient. Hein, les Allemands voulaient que la vie reprenne ses... Et puis parce que, voilà, la vie devait continuer. Qu'est-ce qu'on allait... On n'allait pas mettre au chômage tout le monde du café-concert. La vie parisienne a repris très très vite. Tous les casinos, Casino de Paris, Alcazar, Palace, Folies Bergère, ça reprend très très vite. Au mois d'août 40, tous les music-halls parisiens avaient repris leurs activités et la frénésie de divertissement a dès lors été générale. Commandité aussi par l'occupant. N'oubliez pas que Paris était pendant toute la guerre l'une des destinations principales des permissionnaires de la Wehrmacht. Il y a ça. Il y a bien sûr aussi le fait que le répertoire, dans un moment où il y a moins de personnel, d'acteurs disponibles, où les troupes étrangères, et notamment les girls, plus ou moins disparues, ont fait marcher la machine du musical avec les vieilles recettes. Les vieilles recettes, c'est des trucs un peu usés, du Cancan, de Paris, etc. En plus, c'est ce que veulent les Allemands. Hein, pas besoin de parole, hein. Ça se comprend assez rapidement. Ça correspond au cliché véhiculé sur le gai Paris depuis assez longtemps. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait que ça correspond aussi assez exactement à la représentation que les nazis se faisaient de la France. Vous savez, dans la conception de l'Europe nouvelle, de l'ordre nouveau européen imaginé par les idéologues nazis, la France devait avoir une position assez particulière. C'était un pays qui pouvait être dominé, effectivement, et voué à la production agricole et aux produits de luxe, au tourisme et à un certain nombre de produits de luxe, dont la chanson, le théâtre léger, la prostitution, l'amour. Exactement ce que la belle époque, parce que cette vision de la belle époque était en train de donner aux Allemands. Rajouter un point qui est fondamental, que j'avais longtemps pas perçu et que j'ai découvert assez tard, c'est que la France de la belle époque, pour les Allemands, pour les nazis, pour les Allemands en règle générale, les Allemands à cette époque, la France de la belle époque, c'est la France qui n'a pas gagné la guerre de 14 ans.
c'est la France qui n'a pas recouvré l'Alsace et la Lorraine, c'est la France qui n'a pas battu l'Allemagne. C'est la France d'avant-guerre. Donc c'est pas un hasard si vous voulez regarder, ça va de pair avec pourquoi Hitler fait signer le traité, l'armistice, pardon, dans le wagon de Rotonde, dans la forêt de Compiègne. C'est bien pour effacer un truc, hein, pour effacer cette espèce. Or, la France d'avant 14, c'est la France qui n'a pas gagné la Grande Guerre. Donc, il y a pas mal. Il y a pas mal de raisons. En tout cas, voilà, l'expression belle époque, et puis il y a aussi tout bêtement le fait que, ça tous les critiques musicaux le disent, voilà, évadons-nous un peu, hein, allons dans ce moment sinistre, allons passer quelque temps, je cite un critique théâtral, loin de l'infernal présent. Bon, ok. Donc voilà, la belle époque naît entre la poule, Paradis perdu, et André Aléo, il y a une vraie convergence qui fait que c'est là que naît la belle époque. On aurait dû se dire à ce moment-là, bon d'accord, mais ça aurait dû disparaître très vite à la Libération. On aurait dû se débarrasser de cet imaginaire si complaisamment lié au moment de l'occupation et de la collaboration. Mais pas du tout. On va voir effectivement la Libération non seulement s'accommoder, mais revendiquer de plus belle encore cette affaire. On n'a pas du tout... moi je vois plus rien là-dedans. On n'a pas du tout... j'ai pas ça. Il y a un mystère. Hein. Il y a des slides qui disparaissent. Ah non, voilà. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est Nicole Védresse. Je ne sais pas si vous connaissez Nicole Védresse, c'est un film extraordinaire. Nicole Védresse était une romancière. Oui, il y en a un truc. Nicole Védresse. Je ne sais pas comment ça peut faire ça. Comme ici, le câble. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec. Ça, c'est super. Hein. C'est l'invention du documentaire moderne. Nicole Védresse était une romancière et une journaliste qui avait beaucoup travaillé là-dessus, qui se met à faire un film très très célèbre dans le monde du documentaire. C'est un film sur quel titre vous voyez? Paris 1900, ça c'est le vieux nom, mais regardez le sous-titre, document authentique et sensationnel de la belle époque. Et en plus, 1900-1914, on a tout. On a le vieux nom, Paris 1900, on a le nouveau nom, la belle époque, et la datation très très précise. C'est un film extraordinaire qui se compose pour la première fois dans l'histoire du cinéma documentaire d'un montage de 700 morceaux d'archives, de la fiction comme des actualités. Elle mélange tout ça. Elle les met, pour la petite histoire, et c'est pas nécessairement la petite histoire, c'est Alain Resnais, qui est à l'époque, qui est un étudiant encore à l'époque, et qui est étudiant à l'école de cinéma, ce qui va devenir la FEMIS un peu de temps après. C'est Resnais qui est son assistant, et c'est Resnais qui va chercher les bouts de film. Il passe son temps, il réunit 700 morceaux de film, et il monte un documentaire, en juxtaposant ces 700 bouts de film. C'est un film qui dure 59 minutes, non pardon, 79 minutes, donc c'est long, 1h20, avec un commentaire suivi et une intrigue. C'est vraiment l'invention du documentaire moderne. André Bazin va s'émouvoir devant l'affaire en disant c'est la poésie pure, c'est le cinéma. Et Chris Marker, pour lui, dit que ça aura été sans doute le film majeur qui aura initié son rapport à la magie du cinéma. Bon, bref, peu importe. Mais vous voyez, et puis il y en a plein d'autres. Et le film est important, il est présenté au Festival de Cannes 47, il n'est pas imprimé, mais il obtient le prix Louis Deluc en 48, et vous savez, le prix Louis Deluc est sans doute le prix le plus prestigieux du cinéma français. Il y en a beaucoup d'autres. Ça ne s'arrête pas. Au contraire même, c'est l'apothéose. 48, 49, 50, 55, à tous égards. Quelques exemples, et puis je vais finir parce qu'on finira autrement en discutant le reste. À tous égards, le grand temps des mémoires,
ils écrivent tous leur mémoire. On avait cité quelques-uns là, je ne sais pas si on va les voir. André de Fouquier, Claude Néra, André Ville, ils écrivent tous leur mémoire. Le Crapouillot fait un numéro spécial, 1955, réhabilitation de la Belle Époque. Le cinéma. Alors, je vous donne ça tel quel. Entre 1945 et 1960, nous avons tourné 62 films mettant en scène la Belle Époque. Le cinéma français. C'est-à-dire 5% de la production annuelle. C'est extraordinaire. C'est que des navets, hein, à quelques exceptions près. C'est-à-dire, pour aller vite, ce sont des vaudevilles, style vaudeville à caleçon, avec les maris dans le placard ou les amants sous le lit, qui sont tournés comme ça. Alors, dans le lot, il y a quelques grands films. Par exemple, French Cancan de Renoir, ou bien sûr Casque d'or de Becker. French Cancan c'est 54, Casque d'or de Becker c'est 52. Mais globalement, la production mais c'est extraordinaire. On se met tout d'un coup à faire du film Belle Époque à toute berzingue. Et pas seulement en France. Je vous rappelle que c'est le grand moment où Hollywood se met à faire du Belle Époque. Hein, il y a une quinzaine de films tournés à Hollywood entre 1945 et 1960. Enfin, de toute façon, tout film américain centré sur la France était un film sur Paris Belle Époque. Même s'il ne se situait pas directement à la Belle Époque. Par exemple, un film comme Un Américain à Paris, qui n'est pas centré sur la Belle Époque, nous met quand même des scènes devant des lieux mythiques du Paris Belle Époque. Et nous fait un peu de danse, French Cancan, etc. Donc, là, les mémoires, le cinéma, les expositions, c'est le début des grandes expositions sur la Belle Époque, il y en a partout, on en construit beaucoup. C'est l'apothéose des années 50, ce qui est finalement assez facile à comprendre. Hein. Si on veut bien essayer de se mettre dans l'optique de ce qu'était la France des années 50, c'est-à-dire une France affaiblie, très affaiblie, qui en dépit des efforts de De Gaulle n'était plus une grande puissance. Une France économiquement... vous savez, les 30 Glorieuses, c'est une bêtise. Hein. Jusque dans le rationnement, les difficultés économiques, la pauvreté, l'hiver 54, les 30 Glorieuses, en fait, ça n'existe pas. C'est plus tard, il y a une douzaine d'années de consommation, mais c'est le milieu des années 60. Les années 50, c'est le logement, l'exode rural. C'est pas une période, facile. La guerre. Je voudrais que vous soyez bien conscients que les années 50 sont des années de guerre. On pense que la guerre froide est au cœur, on se bat en Corée, la crise de Berlin, c'est dur. Et puis je vous rappelle que la France est en guerre. Elle est en guerre dès 1945. Hein. Ça commence en Algérie avec les massacres de Sétif. La guerre est en Indochine très très vite. On se livre à une guerre coloniale. Et puis ensuite c'est en Algérie. C'est pas la réjouissance de tout part les années 50. Une France affaiblie, une France diplomatiquement, une France qui est taraudée par la hantise du déclin, pour reprendre l'expression de Robert Frank, qui est en guerre, qui sur le plan culturel, est complètement laminée. Je reviens un tout petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Le Paris qui attire les intellectuels, qui attire les artistes, qui attire les écrivains du monde entier, etc. Qu'on a vu dans les années Belle Époque, mais encore les années folles. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces gens en 39-40? Qu'est-ce qu'on a fait des artistes antifascistes, des réfugiés nazis, de Walter Benjamin, des gens de l'école de Francfort, des peintres, des militants, des réfugiés espagnols? Qu'est-ce qu'on a fait de ces gens? On les a enfermés dans des camps, à Gurs, au Vernet, au Mille. On les a donnés aux nazis. On les a poussés à s'enfuir. Certains sont morts. Je rappelle que Benjamin, quand même, meurt en condition de traverser les Pyrénées en 1940. Certains et à juste titre, qu'on allait livrer aux nazis. Où est la Paris, capitale des arts et des lettres, telle qu'elle avait été avant-guerre? Enfin, il n'y en a plus. Où est la capitale internationale des arts et des lettres? Elle est à New York. Clairement.
Paris a perdu Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de raisons de dire que la Belle Époque, c'était plutôt un moment, de puissance et de maintenir cet imaginaire face à une période ancienne, c'est capable de nous sortir de l'ère du doute. La France puissante, c'est fini. Rajouter encore un dernier point, c'est que c'est vraiment ces années 50 le moment où vont triompher en France, à juste titre, c'est pas la question, les avant-gardes historiques. Picasso, Breton, les surréalistes, on les avait, enfin, ils étaient très marginalisés jusque-là. Et donc ils vont reconstruire un petit peu leur histoire autour du moment matriciel de leur naissance. Bon, peu importe. Je vais conclure là-dessus parce que le temps passe pour qu'on puisse parler un peu. Ça continuera différemment. Cet imaginaire va s'effondrer dans les années 60. Pourquoi? Parce que la France, parce qu'on va sortir un peu de cette période de crise et de doute, et qu'on n'aura plus besoin de. Tu sais, il y a cette formule de Pompidou président qui dit la France, des flonflons, des froufrous, des vieilles. C'est fini, hein, Paris change. Hein, on construit un nouveau Paris, et cet imaginaire Belle Époque était quand même très lié à Paris. On détruit les halles, on construit le Beaubourg, les tours de la Défense, le front de Seine, le périph', enfin, et tout ça, ça n'a rien à voir avec la Belle Époque. L'imaginaire, enfin, on rentre dans un autre monde. Mais en même temps, il y a un très bon signe de ça, si vous voulez. Le cinéma est très important. Et le film, si vous voulez, à mon avis, qui marque la fin de cette fantastique nostalgie de la Belle Époque, c'est un film emblématique de la Nouvelle Vague. C'est Jules et Jim, de Truffaut, 62. Et dans Jules et Jim est un anti-film de la Belle Époque. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez en tête, si ce n'est pas le cas, il faut le voir, c'est un grand film. Hein. Dans Jules et Jim, on est exactement dans la période de la Belle Époque. Ça commence en 1908. Simplement, tout est impossible. L'amitié de Jules et Jim, je vous rappelle que c'est un Français et un Allemand. C'est pas possible. Enfin, dans un imaginaire Belle Époque, c'est tout juste pas possible. L'histoire d'amour n'est pas possible. Parce que un adultère, ça aurait été possible. Mais un ménage à trois, hein, entre un Français, un Allemand et une femme complètement libérée, c'est tout juste pas possible. Et en plus, le film traverse la période, il traverse la guerre, et ça se finit dans les années 20. Donc on est devant en quelque sorte un type d'imaginaire qui dynamite de l'intérieur les codes traditionnels du film Belle Époque. Bon, enfin, ça va ressurgir, mais ça va ressurgir différemment, plus tardivement, surtout d'étrangers, des grandes expositions aux États-Unis sur, je ne sais plus où j'en suis, si je peux voir quelque chose. Oui, les historiens vont s'y mettre aussi. Hein. C'est le début des années 50, c'est le début de l'histoire, de l'historiographie de l'avant-guerre. Vous savez que, bon, je dis ça très vite, mais l'historiographie contemporaine, pendant très longtemps, a refusé d'étudier des périodes trop récentes. Et donc ce n'est que dans les années 50 qu'il y a une historiographie des années 1900. On reviendra à tout ça. Ça, c'est la grande expo au Met de New York 1981 qui marque le retour d'un imaginaire Belle Époque, mais un petit peu différencié, et surtout d'un retour d'un imaginaire Belle Époque qui va être maintenant plus déconnecté de Paris, pour devenir ce que j'évoquais un peu au début, une espèce de moment culturel de l'Europe, de label culturel caractérisant en quelque sorte la vie culturelle, dont la France est pensée comme le pivot, parce que c'est vrai qu'il y a une emprise culturelle de Paris sur l'ensemble de la culture européenne de ces années-là, mais qui est beaucoup plus large que la simple France. Et puis nous, on va se passer un phénomène très curieux à ce moment-là, dans les années 80, qui va radicalement modifier notre imaginaire Belle Époque. Et vous allez le voir très vite, on va commencer à voir apparaître des images comme ça. Des livres, alors ça il y en a plein, des livres sur la Belle Époque, etc. Mais qui sont plus centrés sur Paris, qui sont centrés sur, en fait, pour vous le dire très brièvement, il y a eu des millions de cartes postales publiées à la Belle Époque, entre 1900 et 1914,
en moyenne 120 millions de cartes postales par an, donc tout le monde fait tout. Mais on les avait un peu oubliés. La fin des années 70, c'est un moment où se met en place un système de collection et de classement des cartes postales. Parce qu'il y a des collectionneurs qui vont apparaître. Et les modalités de classement des cartes postales qui vont apparaître, les argus de cartes postales, en fait, c'est des systèmes de cotation. Le système qu'ils vont mettre en place, c'est un système par terroir, par ville. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si vous regardez, ou si vous allez dans les brocantes ou dans les marchés qui vendent des cartes postales, c'est par localité. Ça va donner l'idée à un certain nombre d'éditeurs, dont un éditeur belge qui s'appelait Sodim, d'inventer un type de livre qui n'existait pas jusque-là, qui est mon village, ma ville à la belle époque. Ils en ont fait environ 250 entre 1977, 18 et les années, et puis ça dure encore. Qui sont des livres extrêmement, ceux que vous aviez là tout à l'heure, qui sont des livres extrêmement sommaires, c'est-à-dire que c'est soit sur une ville, soit sur une activité, c'est une série de cartes postales, et puis un commentaire très très sommaire. Mais ça a un effet majeur, c'est que ça va tout d'un coup changer radicalement j'étais plus recensé, ça va changer radicalement l'image de la belle époque, c'est-à-dire que jusque-là la belle époque c'était essentiellement Paris et la vie mondaine, le grand monde, et maintenant ça devient des laboureurs, des artisans, des petites villes de province, et une espèce de diffusion et surtout de démocratisation des images de la belle époque. Bon, je termine là-dessus parce qu'après, avec deux choses. Bon, déjà, oui, il y a de tout ça surgissent quelques images fortes de la belle époque. Il y a des images récurrentes. En gros, l'idée que c'était une période heureuse, fondée sur le progrès, fondée sur le progrès technique. C'est pas un hasard si on retrouve ça, par exemple, dans les années 50 ou 60. Un progrès technique qui n'aurait pas eu de mauvais côté. Un progrès insouciant. Fondé sur la liberté et la joie de vivre, mais elle est liée au progrès. Ce que l'électricité permet. Ce que l'électricité permet. Il y a un truc que j'aime bien, c'est très très fort, ça. La bicyclette. La bicyclette comme symbole de liberté. On a oublié ça, hein. C'est plus notre génération, ni la mienne ni la vôtre. Mais pensez ce que pouvait représenter la bicyclette pour un ouvrier. C'était la première fois, peu de choses près, qu'un produit manufacturé, issu du bagne industriel, était capable de changer le quotidien de ceux qui étaient les acteurs mêmes, les bagnards industriels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se payer une bicyclette. Quand vous regardez les images des sorties d'usine des années 20, 30, ils sont tous à vélo. C'est-à-dire que pour la première fois, le mode de production industriel et capitaliste est capable de donner, après on le verra, la Ford T aux États-Unis, etc. Mais en France, c'est d'abord par la bicyclette que ça commence. C'est la liberté pour l'ouvrier, c'est la liberté pour les gamins, hein, comment les adolescents découvrent la liberté, et puis surtout pour les femmes. Je vous rappelle que le vélo, c'est la première chose. Je rappelle que les premières femmes qui se baladaient en vélo, on leur lançait des pierres. Hein. Mais c'est tout d'un coup ce qui leur permettait, d'échapper seuls à l'espace, et puis le corset et les jupes longues. Enfin, je dirais essayer de faire du vélo en corset et en jupes longues. Bon. Donc il y a plein de choses comme ça. Le monde produit en quelque sorte une sorte de liberté tous azimuts qui concerne la vie quotidienne, le corps, les relations de genre, les relations sociales, etc. Ce progrès, il stimule aussi la création, notamment la création artistique. Et c'est un peu, si vous voulez, la modernité heureuse. La modernité avant les grands massacres. La modernité qui nous... Mais en même temps, c'est toujours, et dans les représentations de la belle époque, c'est extrêmement net, c'est toujours un moment qui est pensé comme menacé
menacée de toutes parts par des dangers tapis dans l'ombre, la folie, le crime, la syphilis. Tout simplement parce que cet imaginaire-là est toujours un imaginaire qui est construit après coup. Et on sait très bien que c'est fini, que c'est terminé. Que ça se termine en 14. Et si ça ne se termine pas en 14, ça se termine en 12. En avril 12, il y a un très bon signe évident, majeur. Bon, j'ai pu arrêter les images, mais il y a un très très bon signe majeur, qui est bien sûr le 12 avril 1912, c'est-à-dire le naufrage de la belle époque miniature et flottante qu'est le Titanic, hein, qui est exactement tout ça. Le Titanic, c'est exactement tout ça. C'est l'ensemble des attributs qui constituent la belle époque, dans son mouvement vers l'Ouest et vers la conquête de l'Ouest et l'Amérique rêvée, et qui s'effondre, bordel. Sombre, corps et bien. Un mot de conclusion, c'est une histoire bizarre, mais qu'est-ce que j'essaye de faire avec ces trucs-là? Eh bien, de vous inviter à dire que l'objet de l'histoire, c'est pas le passé. Le passé, il est mort, il est fini, englouti. Si, la fiction peut tenter de le faire, mais la fiction, c'est de la fiction. C'est pas le passé. Le passé est mort, et personne ne le ressuscitera. Et aucun historien ne le ressuscitera. Il peut y avoir des illusions à la Ranke ou à la Michelet, la résurrection du passé, mais c'est une illusion. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec du temps. Nous travaillons sur le temps, avec les temporalités. Mais nous ne travaillons pas, comme on l'a trop souvent dit, d'une relation du présent au passé. Ça serait trop simple. C'est pas moi, l'historien Dominique Khalifa, là, qui en 2017 regarde 1900. Ça serait beaucoup trop simple. Parce que ce que je me rends compte, c'est que si je veux travailler sur 1900, je trouve entre moi et 1900 le 1900 de 1900, le 1900 de 1920, le 1900 de 1930, le 1900 de 1940, le 1900... Je trouve donc d'autres présents au pluriel qui eux-mêmes regardaient d'autres passés. Et donc je me trouve confronté à un truc qui est super compliqué, qui est un espèce d'emboîtement presque kaléidoscopique de temporalité entremêlée, d'enchevêtrement de temporalité, d'enchevêtrement de temps, dans lequel je suis embarqué, mais à un moment précis. Je veux dire, la belle époque, bon, le livre paraît dans 2 jours, mais la belle époque va continuer après moi, et après le livre, et elle va continuer encore autrement. Et donc, si vous voulez, c'est juste un appel à l'humilité maximale des historiens, qui ne sont que des agents engagés à certains moments dans ce kaléidoscope rhapsodique de temporalité, et qui ne peut que prendre la mesure d'un certain moment sans aucun triomphalisme du tout sur non pas ce passé, mais sur ce regard que des temps différents vont essayer de faire jouer dans le rapport au passé. Donc c'est essentiellement un appel à l'humilité de l'historien dans son rapport au temps. Je concluais un article, je présentais ça dans une revue il n'y a pas longtemps, en disant, au bout du compte, ce que je vous dis là, et le livre, est condamné très très vite à n'être qu'une note de bas de page des ouvrages qui vont venir après. Et ça, je crois que c'est peut-être la leçon qu'il faut que nous ayons quand nous faisons des travaux en sciences sociales, en histoire, en littérature, de toute nature que ce soit. Voilà, je suis désolé d'avoir parlé aussi longtemps, mais je me suis un peu laissé embarquer partout. Mais on a encore 20 minutes pour réagir sur toutes ces questions si vous le souhaitez. Et je veux que vous le fassiez. On ne vous en voudra pas de vous être étendu, je pense, parce que c'était passionnant. Je ne sais pas effectivement si vous avez déjà des questions. Sinon, je peux initier la discussion. C'est ce que je vais faire. Il y a une chose qui me venait au tout début, quand vous
vous avez pour la première fois exprimé cette idée que contre ce qu'on lit partout, l'expression de la belle époque ne l'est pas dans les années 1920. D'où vient cette espèce d'idée profondément enracinée qu'elle serait née à ce moment-là? Ben, en fait, donc, si vous voulez, les, quand les travaux savants sur la belle époque ont-ils commencé? En tant que tel, c'est-à-dire quand on commence à voir des livres d'histoire pittoresque ou populaire, c'est les années 50. Donc à ce moment-là, si vous voulez, les gens se sont dit que ça pouvait chercher la solution la plus évidente, et ils vivaient eux-mêmes un après-guerre. Ils vivaient eux-mêmes un après-guerre qui était en plein centré sur la nostalgie de la belle époque. Parce que c'est là que... Et donc, si vous voulez, moi, le postulat, enfin l'hypothèse, c'est qu'il y a une espèce de confusion entre deux après-guerres, ou du moins le sentiment qu'on vivait dans les années 50, le lendemain d'une séquence de guerre longue, ce que les historiens appellent la guerre de Danube, la deuxième guerre de 30 ans, et que du coup on s'est dit, bah voilà, c'était après la guerre. Une espèce de réaction naturelle. Et puis après c'était plausible. Sauf que quand tu les regardes de près, c'est pas du tout plausible. Mais voilà. De toute façon, si vous voulez, le fait est que jusqu'à présent, les historiens ne se sont pas posé des questions sur les chrononymes. Donc on trouvait la solution la plus rapide. À la belle époque, oui, c'était la nostalgie d'avant. Mais on n'a pas été chercher plus loin. C'est vrai que la plupart des manuels qui traitent de cette période-là, qui sont en général, du point de vue des périodisations, quelque chose qui s'arrête systématiquement en 14 et qui s'intitulent tous L'histoire de la belle époque. Absolument. Certainement, ouais. Sur votre livre, il y a des guillemets avec oui, mais les guillemets ne sont pas, sont pas présents. Non, mais ils ne sont pas dupes non plus. Moi, je les ai lus tous ces manuels. Ils ne sont pas mauvais. Il y en a un du Rosel qui est très bien. Il y a Vina, il y en a plein. Mais si vous voulez, alors ils règlent ça. Ils disent tous, la belle époque, les gens n'ont pas appelé belle époque. C'était après. Et elle n'était pas belle. Mais voilà, une fois qu'ils ont dit ça, si vous voulez, ce qui n'est pas faux. Mais ça escamote quand même une partie de la réflexion. C'est vrai qu'en plus, ils sont extrêmement nombreux. Ces mots qui servent de désignation à des périodes. Oui, ça il faudrait multiplier les enquêtes là-dessus. Une question un peu de détail là. Mais pas loin. Comme vous avez fait allusion à Proust. Et je me demandais, parce qu'on a déjà dans le temps retrouvé une présentation de l'avant-guerre, chez les snobs en particulier, dans tous ces salons. Et je me demandais à quel point il n'y avait pas déjà une sorte de vision caricaturale pour le narrateur évidemment, mais présente de nostalgie de cette avant-guerre, de modernité heureuse en fait, de l'affaire de Fus qui est finalement quand même plus un bon souvenir. Chez Proust, c'est évident, c'est même le cœur de l'objet de la recherche, si vous voulez. Mais ce qui pose problème, c'est comment les lecteurs et les contemporains de Proust est-ce qu'ils ont perçu ça, est-ce qu'ils ont senti comme un thème majeur de leur réception de la recherche? Et la réponse est oui et non, si vous voulez. On voit ça, mais on n'en fait rien. Si vous voulez, et c'est très isolé. Et les seuls qui parlent de ça en 19, surtout au moment du prix Goncourt, qu'on parle de ça, parce qu'après les textes vont être publiés, il est mort. Vous voyez, c'est dans une... Et puis c'est pas terrible la réception. Le moment le plus important, c'est 19, parce qu'il y a un gros débat. Après, Proust, les textes paraissent, mais si vous voulez, c'est confus, comme c'est pas, on le reconnaît pas tout de suite comme le... Et donc, ça se perd un peu dans les... et quand il y a débat en 19, en gros, c'est pour dire oui, mais en même temps, il nous raconte un truc suranné. Donc, mais sur le fond, vous avez raison. Moi, j'ai été frappé par le fait que la période, c'est 1914 en gros, et c'est entouré de deux romans extraordinaires qui à eux seuls pourraient... 1900, c'est la publication de La Belle France de Georges Darien. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, c'est un pamphlet extraordinaire de Darien, qui est un auteur un peu vitriol.
et qui envoie qui fait un roman, enfin un texte hallucinant sur cette tâche qui est en train de s'ouvrir, qui est sordide. Hein. Et puis à l'autre bout, il y a Proust. Donc en fait, entre eux deux, si vous voulez, ils tiennent. Mais oui, vous avez fondamentalement raison. Hein, la recherche est, d'une certaine manière, il livre la première véritable histoire de la Belle Époque. Le problème, c'est qu'il est très peu, en tout cas à ce moment-là, on saurait, enfin, il est très peu explicité comme tel. Ce qui serait amusant dans ce cas-là, c'est que cette vision cette vision satirique deviendrait historiographique plus tard, parce qu'on a une certaine reprise de ce qui était de la satire chez Proust. Ouais, bien sûr. J'avais une autre allez-y. à propos d'autre chose. Ça, c'est vraiment. Je ne suis pas historienne, donc je lance des pistes, mais intéressé, c'est ce que vous faisiez remarquer à un moment que, effectivement, la Belle Époque, c'est quand même ce qui précède la Première Guerre mondiale. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce que parfois certains moments de l'imaginaire de la Belle Époque pensent une culpabilité morale, vraiment une responsabilité morale de la Belle Époque dans le déclenchement de la guerre, comme on pourrait penser, dans un parallèle, donc une confusion avec les années folles, où trop d'insouciance mène à la guerre, quelque chose assez moralisateur. Non, ça aurait été possible, effectivement. On voit des choses comme ça. Je sais par exemple, il y a ce texte très très célèbre de Paul Valéry, vous savez, dans la crise de la civilisation en 19 nous savons maintenant, nous, que on trouve aussi ça après dans les textes de certains publicistes de l'Action française à l'extrême droite, dans les années 20 ou 30, on trouve ça aussi chez certains des non-conformistes des années 30. Mais comme à ce moment-là, l'imaginaire Belle Époque n'est pas vraiment complètement configuré, ça ne prend pas vraiment. Et donc on n'a pas tellement ce discours sur ce que Pétain appellera l'esprit de jouissance qui mène à l'abîme. On n'a pas tellement ça à cette époque-là. On l'a très très fortement pour les années 30, bien sûr, dans le discours de l'extrême droite et de Vichy. Mais on ne le revoit pas parce qu'il y a quand même une différence, c'est qu'on la gagne, la guerre de 14. Et que sur le plan de la pensée nationaliste, eh ben vous voyez, ça a été un moment, finalement, oui, je repense à cet essai de cet historien, j'aime pas du tout ça, de cet historien britannique, j'aime pas du tout le titre, de cet historien britannique qui a fait ce travail publié en 2014, qui s'appelait Les Somnambules. Il travaillait sur les somnambules, sur ces diplomates d'avant-guerre qui auraient été, oui. Non, vous voyez, ils n'étaient pas dans une espèce de rêve éveillé qui menait au cauchemar. Et puis ça n'a pas été pensé comme ça non plus après, hein. Ça c'est très anachronique comme vue. Oui, il n'y a pas eu de vision téléologique a posteriori. Non. Ah si, il y a une téléologie de la période qui s'achève. Enfin, non, même pas, non, c'est pas comme ça. Donc, parce qu'il y a la guerre, et que cette guerre elle est victorieuse, sur le papier, et donc on n'a pas tellement alors qu'on l'a évidemment pour la deuxième, de façon majeure. Et les seuls qui l'ont développé, encore une fois, c'est les élites, on va dire, de la droite réactionnaire des années 20, 30, enfin, mais à un moment qui est antérieur à la configuration de la Belle Époque. Non, c'est vraiment on était heureux. Les thèmes forts, on peut le temps de développer tout ça, les thèmes forts, il y a des thèmes très très forts, c'est l'avenir, la sécurité. L'avenir était un avenir sûr. La monnaie, l'emploi, la rente. L'avenir était un avenir sûr. On ne se faisait pas de soucis pour le lendemain. On rigolait. À toutes les strates de la société. Dans la bonne société, c'est l'ère des bons mots. C'est l'ère où tout le monde fait des calembours, des à peu près, et dans les classes populaires, on se tape sur les cuisses en allant écouter le pétomane Pujol ou en voyant et on rigole. La gaieté française, la saine et franche gaieté française. Et l'amour. Il y a cette idée qui est fausse, et qui aurait qu'on aurait été dans un moment de libération, enfin, on ne peut pas dire ça comme ça, de polissonnerie généralisée.
de polissonnerie généralisée, en oubliant ce phénomène majeur, c'est que la syphilis était à l'époque un danger majeur, qui était un vrai, enfin, et on a développé cette idée, vous voyez, qu'il y avait des mœurs gentiment libertines. Donc vous voyez, avec cette espèce de culte, et avec l'idée très, alors ça, par Arsène Lupin, et tout, on va revenir, du français, du bel homme à panache, conquérant, enfin, entre le général Boulanger et Arsène Lupin, vous voyez, qui est l'homme affable, et puis les femmes qui aiment ça, enfin, il y a une espèce de liberté de ton très française, où vous avez ça, les films des années 50, je ne sais pas si vous avez vu ce film que j'aime beaucoup avec Gérard, Les Grandes Manœuvres, hein, dans lequel Gérard Philippe est un brillant officier de l'armée française, dans Les Grandes Manœuvres d'Anglès, et l'officier, hein, le bel officier, avec un art de vivre à la française qu'on trouve décliné sous des formes différentes, mais ça court dans toutes les mémoires, avec l'idée que qui n'a pas déshabillé une femme de la belle époque, on ne connaît rien à l'amour, hein, avec l'idée qu'il y avait 24 boutons sur les gants, hein, pas les gants, comment on appelle ça, oui, mais ça porte un nom spécifique, les passe-couilles, hein, qui se composaient de 24 boutons qu'il fallait défaire un à un pour... Enfin bon, je ne lis pas ces détails, mais c'est très fort, ça, hein, donc c'est la légèreté, l'insouciance. Mais ça dépend des époques. Parce que quand dans les années... oui, je ne vous ai pas tout dit, parce qu'il y a aussi tout l'envers. Quand dans les années 70, on va mettre au jour un nouvel imaginaire de la belle époque, ça va être tout à fait différent. C'est celui des grévistes, des syndicalistes, des militants anarchistes, chaque moment, mais il y a des traits récurrents. À propos de cet imaginaire, moi j'étais fascinée par ce que vous disiez de cet imaginaire justement de la polissonnerie et de l'amour à la française, répercuté par le regard allemand sur la France. Absolument. Et, justement, pour revenir au cinéma, il y a cette scène qui fait partie des moments à la fois très drôles et très gênants de ce film Babette s'en va en guerre, où Bardot est donc sur la route pour rejoindre Paris. Elle part à pied avec sa grosse valise dans laquelle il y a la radio clandestine, de la nourriture, enfin bref, tout ce qu'on n'a pas le droit de transporter. Et où elle croise évidemment un régiment de permissionnaires qui vont jusqu'à Paris, qui l'entourent, Chanty Mademoiselle, etc. Vous pas peur, nous syphilisés, et tous les clichés attendus. Et terrorisée, elle se fait prendre sa valise, elle n'ose rien dire, elle se fait accompagner sur quelques pas. Et pour faire la conversation, le type lui dit nous allons à Paris, faut hyper cher. L'instant d'après arrive une voiture d'officier allemand qui dit au permissionnaire mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes tous consignés, vous rentrez chez vous. Chanty Mademoiselle, venez en voiture, vous nous syphilisez, et faut hyper cher. Lui aussi, à nouveau, il est dans cette... il y a cette espèce de cliché qu'on lui renvoie quand même très violemment à la figure, parce qu'elle est une femme en la considérant comme un élément de cette polissonnerie généralisée qui fait qu'on peut lui prendre sa valise, la faire monter en voiture. Ouais, ça dure assez longtemps. Alors, tout ça retombe assez ouais, non, il date de quand ce film exactement? Ouais. Plus du tout la date en tête. Fin 60 Oui, c'est dans ces années-là, je pense. C'était... Allez-y, ouais. On a peu parlé des réalités économiques et je sais pas, c'est peut-être moi non plus, je suis pas historien, mais il y a un cliché qui veut que quand on a une bonne image d'une période qui, comme vous le dites, est assez parfaitement artificielle, c'est aussi qu'il y a eu une espèce d'élan entrepreneurial important, et il y a dans les hommes de bonne volonté, Gilles Robin développe quand même cette idée d'une espèce de libéralisme économique où n'importe qui peut faire fortune en trouvant une source et puis en lançant des bains. Et moi je ne sais pas en fait si ça se base sur des faits. Alors, pour parler le langage des historiens de l'économie, c'est une phase A, c'est une phase de croissance, pas de hausse de prix parce qu'on est avant 14, donc on est à un moment où le franc est stable, hein, c'est toujours le franc germinal, c'est le franc de Napoléon Bonaparte, avec un niveau
stagne sur l'or, donc il y a très peu d'inflation. Il y a un petit peu, mais pas beaucoup, donc on est dans la stabilité monétaire, avec une hausse générale des salaires, un peu des prix, mais pas tant que ça, ce qui fait qu'à un niveau macroéconomique, c'est une période de prospérité, c'est très clair. Ça reste très inégalement réparti. Il y a de très très grosses poches de pauvreté ouvriers dans certains milieux ruraux, mais globalement, c'est une période d'augmentation, d'amélioration générale du niveau de vie. Alors, ça ne veut rien dire, d'ailleurs, il y a des tas de familles pour lesquelles la vie, mais quand même, vu de haut, on est dans une période de prospérité, dans lequel, par exemple, et ce phénomène est majeur, on commence à voir la possibilité très nette de dégager des budgets culture. Budget pour le journal, budget pour acheter des romans à 13 sous, budget pour aller au café-concert ou au cinéma, dans une partie importante des classes populaires. Et ça, c'est nouveau. Et puis, c'est aussi une période, c'est une très très belle thèse qui a été soutenue il n'y a pas longtemps chez nous, d'une jeune femme qui a fait une thèse sur la consommation des classes populaires à la belle époque. Et c'est le moment où se développe fortement le crédit à la consommation. Très très fortement. C'est-à-dire que les grands magasins de l'époque vont mettre en place toute une série de procédures de crédit et ça a deux effets, je dis ça très très vite, mais c'est quand même très important. Ça a deux effets. Premier effet, si vous voulez, c'est que, vous savez, les gens, à cette époque, les classes populaires, ils ne pouvaient pas avoir leur propre logement. Parce qu'on ne payait pas le loyer, on payait le loyer à la fin du mois. Et donc, comme les propriétaires avaient peur que vous ne payiez pas, si vous n'aviez pas vos propres meubles, qu'ils pouvaient saisir à la fin du mois, ils ne vous louaient pas d'appartement. Donc, et comme les meubles coûtaient trop cher, les gens vivaient en garni, en meublé qui était très bas de gamme. Le crédit à la consommation qui se développe dans les années 90 a permis à une partie des classes populaires d'acheter des meubles à crédit. Et acheter des meubles à crédit, ça voulait dire pouvoir avoir des locations ou pouvoir commencer à être chez soi. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental.